Ma mère a glissé des restes de pain à mes enfants pendant que ceux de ma sœur savouraient du homard. Budget serré, a ricané mon beau-frère. J'ai hoché la tête. Quand le maître d'hôtel est arrivé, je l'ai regardé et j'ai dit. Tu ne peux pas manger ça. C'est pour les invités. Ma mère, Geneviève, arracha le petit pain chaud et moelleux directement des mains de ma fille de 9 ans avant même qu'elle ne puisse le porter à sa bouche. La brise traversant la terrasse du yacht club portait des effluves d'eau salée et de parfums de créateur. Mais à cet instant précis, je ne sentais que le goût de l'humiliation. De l'autre côté de la nappe d'un blanc immaculé, les enfants de ma sœur Chloé enroulaient leurs fourchettes dans de somptueuses assiettes de linguine au homard, à 65 € l'unité. L'odeur du beurre et de l'ail parfumait l'air entre nous. Mes filles, Léa et Manon, fixaient leurs couverts vides, leurs petits visages crispés par une confusion qu'elles ne savaient pas encore exprimer. D'un geste sec et dédaigneux, plus violent qu'une gifle, Geneviève attira une corbeille à pain d'une table abandonnée voisine et la poussa vers nous. À l'intérieur, des petits pains secs, déjà entamés, aux croûtes déchirées et durcies par l'air marin. Tiens, annonça-t-elle, sa voix tranchant net à travers le doux murmure des conversations de ce gala de charité. Ça les fera patienter. Pas besoin de grever le budget avec des extras inutiles. Je me suis figé, complètement immobile. C'était comme si quelqu'un m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. L'espace d'un instant, un vieux réflexe a refait surface, celui gravé en moi depuis des décennies. Accepte. Souris poliment. N'embarrasse personne. Déchire le pain en morceaux. Nourris tes enfants en silence. Garde les choses calmes. Ce serait plus simple. Ça éviterait une scène. Puis j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la table. Chloé ne faisait même pas attention. Son téléphone était levé, la caméra braquée sur son fils qui luttait théâtralement avec une pince de homard surdimensionnée. Elle narrait la scène avec entrain pour ses abonnés sur les réseaux sociaux, parlant de développer un palais raffiné dès le plus jeune âge. Elle ne nous voyait pas, ou choisissait de ne pas nous voir. Cette indifférence, ce mépris sans effort pour la valeur de mes enfants, a brisé quelque chose au plus profond de moi. Je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'est pour les gens qui croient qu'il y a encore de la place pour négocier. Il n'y avait pas de négociation ici. C'était l'avis final placardé sur la porte de ma patience. J'ai levé la main et fait signe au maître d'hôtel. Il est apparu instantanément, sourire professionnel figé sur le visage. Puis-je vous apporter autre chose, madame? Oui, ai-je répondu, d'un ton égal, presque décontracté. 2 filets de bœuf, saignants, et une bouteille du Grand Cru classé de 1998, la réserve. Pas le vin de la maison. La bouche de Geneviève s'ouvrit sous le choc. Son regard balaya la terrasse, calculant qui pourrait nous observer. Sophie, qu'est-ce que tu fais exactement? Nous avions convenu de rester modestes. Ce n'est pas dans le budget. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé mes filles à la place. Vous ne mangerez pas les restes de quelqu'un d'autre ce soir. Les steaks arrivèrent parfaitement saisis, la vapeur s'élevant alors qu'on les posait. Mes filles écarquillèrent les yeux en coupant la viande tendre. La richesse du plat, de la vraie nourriture choisie pour elles, contrastait brutalement avec les restes qu'on leur avait tendus quelques minutes plus tôt. Je me servis un verre de vin, laissai le liquide rouge sombre tourner une fois avant de prendre une gorgée lente. Puis, je soutins le regard de ma mère sans cligner des yeux. Elle ne dit rien. Une veine battait visiblement sur sa tempe. Une colère piégée derrière le masque de grâce sociale qu'elle prisait tant. Elle ne pouvait pas élever la voix. Pas ici. Pas devant les membres du conseil d'administration et les donateurs. Finalement, l'addition arriva. 450 €. Geneviève saisit le porte-addition en cuir, scrutant le total avec une incrédulité théâtrale. Une inspiration brusque s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne me regarde avec attente. Le silence devint lourd. Elle attendait les excuses, la soumission familière. Que je sorte ma carte et finance l'insulte comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ouvris mon sac à main. Je sortis 2 billets neufs de 100 €, assez pour couvrir les steaks et le vin. Je les posai soigneusement sur la note. Le reste appartient à l'hôte, dis-je en me levant de ma chaise. Profitez bien de la fin de soirée. Venez les filles. J'ai pris les mains de Léa et Manon et je suis parti. Derrière moi,
j'entendais les chuchotements contraints de Geneviève se transformer en protestations paniquées alors que la réalisation s'installait, elle serait responsable du reste. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la salle à manger scintillante, passé les lustres et l'argenterie polie, ignoré les regards curieux et les jugements silencieux, et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Pour la première fois en 34 ans, respirer semblait facile. Le trajet du retour fut silencieux. L'adrénaline qui m'avait porté hors du club commençait à refluer, laissant place à une douleur sourde sous mes côtes. Je serrais le volant, les jointures pâles contre le cuir. Dans le rétroviseur, mes filles dormaient paisiblement, le ventre plein et en sécurité, mais mes pensées refusaient de se reposer. Elles rembobinaient la soirée encore et encore, retraçant le long chemin qui m'avait mené là. J'ai toujours été la réparatrice, la médiatrice, celle qui colmate les brèches et absorbe les retombées. Quand Chloé a quitté la fac pour poursuivre une carrière d'actrice, j'ai rédigé son CV. Quand sa marque Lifestyle s'est effondrée en 6 mois, j'ai construit son site web sans facturer un centime. Quand Geneviève s'est sentie dépassée par l'organisation d'une levée de fonds, je suis intervenu et j'ai géré toute la vente aux enchères. J'étais fiable, solide, autonome. Celle qui n'avait besoin de rien parce qu'on attendait d'elle qu'elle fournisse tout. Et qu'est-ce que cela m'a rapporté? Du pain rassis. Ce n'était pas une question de prix du dîner. C'était une question de valeur. Ce matin-là même, avant le gala, j'avais signé un contrat pour un projet de design majeur. Un contrat à 6 chiffres. Le genre d'argent qui change un avenir. J'avais conduit jusqu'au Yacht Club, rayonnante, prête à partager la nouvelle, prête à être reconnue pour une fois. Mais dès que je m'étais assise, l'excitation s'était dissoute. Je savais déjà comment ça allait se passer. Geneviève ne célébrerait pas. Elle demanderait si le client pouvait embaucher Chloé comme consultante. Elle demanderait si je pouvais leur prêter du capital pour une autre opportunité. Pour elle, mon succès ne comptait que s'il pouvait être siphonné. Chloé, 36 ans, ex-aspirante actrice devenue maman influenceuse, avait bâti une vie financée presque entièrement par notre mère. La maison n'était pas à elle. La voiture n'était pas à elle. Même ses dîners au homard étaient facturés sur un compte qu'elle ne pouvait pas couvrir elle-même. Et moi, j'étais l'investisseur silencieux de leur illusion. J'avais financé ma propre maltraitance. Chaque repas que je payais, chaque urgence que je résolvais, chaque insulte que j'avalais était un paiement récurrent à une famille qui valorisait mon utilité plus que ma présence. Pendant des années, je me suis convaincu que je préservais l'harmonie. Que la maturité signifiait absorber les chocs pour que la structure ne s'effondre pas. Mais en regardant mes filles dormir à l'arrière, j'ai compris quelque chose avec une clarté saisissante. Je ne préservais pas l'harmonie. Je dissimulais la vérité. Je les protégeais des conséquences naturelles de leurs sentiments que tout leur était dû. J'avais été conditionné pour ce rôle depuis l'enfance. On m'avait appris qu'avoir des besoins était égoïste. Que la colère était irrespectueuse. Que mon but était de fournir le décor stable pour la mise en lumière de Chloé. Tu es si forte, Sophie, disait ma mère, généralement quelques instants avant de me confier un autre fardeau qu'elle préférait ne pas porter elle-même. Ce n'était jamais un compliment. C'était une instruction. Sois forte pour que je n'ai pas à être responsable. Sois forte pour que Chloé puisse être fragile. Mais ce soir, je n'étais pas forte. J'avais fini. Le silence dans la voiture n'était plus paisible. Il était lourd de la réalisation que j'avais été complice de mon propre effacement. Je leur avais appris comment me traiter. Et ce soir, pour la première fois, je leur avais appris autre chose. Au moment où je me suis garé dans mon allée, mon téléphone vibrait contre la console centrale. Un bourdonnement incessant et colérique. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. L'attaque avait commencé. J'ai porté les filles à l'intérieur, je les ai bordées et j'ai embrassé leur front. Puis je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Ma main tremblait, non de peur, mais de lucidité. J'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran était rempli de notifications. Texto après texto de Geneviève. Tu nous as humiliés devant le conseil du club. Maxime a dû mettre la note sur sa carte professionnelle. Comment peux-tu être si égoïste? Nous essayons d'économiser de l'argent pour la vente aux enchères. Puis, Chloé, tu es juste jalouse parce que mes enfants sont habitués à un palais plus fin.
Tu n'avais pas à faire une scène. Ces petits pains étaient artisanaux, d'ailleurs. Tu ne verrais pas la différence. Et enfin l'exigence, transfère 500 € immédiatement. Nous devons couvrir les dommages causés à notre réputation. Maxime est furieux. J'ai fixé les mots. Artisanaux, dommages, réputation. C'était une leçon magistrale de manipulation mentale. Elles n'étaient pas désolées d'avoir affamé mes enfants. Elles étaient désolées que je les remarquais. Elles étaient désolées que j'ai arrêté de jouer le jeu. Je me suis assise à l'îlot de cuisine et j'ai regardé les messages à nouveau, mais cette fois, je n'ai pas ressenti la vieille montée de culpabilité. Je me sentais analytique. C'était comme regarder un plan d'architecte. Je pouvais voir la structure maintenant. L'architecture de notre famille. Geneviève était l'architecte du dysfonctionnement, la narcissique martyre. Elle avait besoin d'être la victime et l'héroïne simultanément. Elle avait besoin que Chloé soit l'enfant doré, l'extension de son propre ego, l'objet brillant qu'elle pouvait exhiber au monde. Le succès de Chloé était son succès. La beauté de Chloé était sa beauté. Moi, j'étais le bouc émissaire, la poubelle pour leur honte. Quand les choses allaient mal, c'était de ma faute. Quand l'argent manquait, c'était parce que je n'étais pas assez généreuse. Quand l'ambiance était mauvaise, c'était parce que j'étais difficile. J'étais le conteneur pour tout ce qu'elle ne voulait pas ressentir à propos d'elle-même. Chloé était l'enfant lumière. J'étais l'ombre. J'existais pour absorber l'obscurité afin qu'elle puisse rester dans la lumière. C'est pourquoi mon succès ne comptait pas pour elle. En fait, il les menaçait. Si j'avais du succès, si j'étais puissante, alors je ne tenais plus dans la poubelle. Et si je ne tenais plus dans la poubelle, où mettraient-elles leurs ordures? C'est pourquoi elles devaient me diminuer. C'est pourquoi les petits pains. Ce n'était pas une question de budget. C'était pour me remettre à ma place. Me rappeler que même à un gala en tenue de soirée, j'étais toujours la servante, toujours celle qui mangeait les restes. Mais je n'étais plus une enfant. J'étais une femme qui venait de décrocher un contrat à 6 chiffres. J'étais une mère qui refusait de laisser ses filles hériter de cet héritage de miettes. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai effacé les notifications et posé le téléphone face contre terre. La vibration continuait, un bruit sourd contre le comptoir en granit, mais cela semblait distant maintenant, comme une tempête faisant rage dans un autre département. J'ai marché dans le couloir jusqu'à mon bureau à domicile. C'était une petite pièce encombrée de croquis et d'échantillons de tissu, mais c'était mon sanctuaire. Au centre de la pièce trônait un bureau de dessinateur massif en chêne marqué par le temps. C'était la seule chose que j'avais de mon père, Henri. Ça avait été un homme calme, un architecte qui avait passé la majeure partie de sa vie dans l'ombre de la personnalité bruyante de Geneviève. À sa mort, Geneviève avait vidé son cabinet avec une efficacité impitoyable. Elle avait vendu les fauteuils en cuir, donné les livres et m'avait dit d'emporter ce bureau parce que c'était une vieillerie qui ne correspondait pas à l'esthétique de son appartement. J'ai passé ma main sur le bois rugueux. Il était taché d'encre et de ronds de café, marqué par des décennies de travail. Il était robuste, honnête. J'avais besoin de le nettoyer. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai commencé à sortir les tiroirs, vidant de vieux stylos et des gommes séchées dans la poubelle. Le tiroir du bas était coincé. Je l'ai secoué, tiré plus fort. Rien. Je me suis agenouillé et j'ai tâté l'arrière. Il y avait un petit loquet caché sous le rebord du bois. J'ai appuyé dessus. Un clic résonna dans la pièce silencieuse. Un double fond s'ouvrit à la base du tiroir. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai plongé la main et en est sorti un épais registre relié en cuir et une pile de relevés bancaires attachés avec un élastique. Au-dessus se trouvait une note de l'écriture carrée et distincte de mon père, stratégie de fiducie pour assurer l'équité. J'ai ouvert le registre. Ce n'était pas juste des chiffres. C'était un journal de survie financière. Mon père avait suivi chaque euro. Il savait. Il savait pour les dépenses de Geneviève. Il savait pour le favoritisme. Et il avait fait un plan. J'ai tourné les pages, mes yeux scannant les colonnes. Fonds de fiducie. Dépôt initial, 250 000 €. Objectif, éducation et santé des petits-enfants. Distribution égale obligatoire.
250 000 €. Mon souffle s'est coupé. L'année dernière, quand Léa a eu besoin d'un appareil dentaire, j'avais demandé de l'aide à Geneviève. Juste un prêt. 4 000 €. Elle avait soupiré, m'avait regardé avec pitié et avait dit « Oh, Sophie, j'aimerais pouvoir, mais ton père n'a pas laissé grand-chose. La fiducie est vide. Nous avons tout utilisé pour ses frais médicaux. » Je l'avais cru. J'avais pris une carte de crédit à taux élevés pour payer l'orthodontiste. J'avais fait des heures supplémentaires. Je m'étais senti coupable d'avoir même demandé. La fiducie est vide. J'ai saisi la pile de relevés bancaires. Ils étaient récents, remontant à 10 ans jusqu'au mois dernier. Le solde n'était pas 0, mais ce n'était pas 250 000 € non plus. J'ai commencé à comparer le registre avec les relevés. Les relevés contre les mises à jour familiales que Geneviève envoyait dans ses newsletters mensuels. Octobre, il y a 3 ans. Retrait, 15 000 €. Mémo, nécessité médicale, Chloé. J'ai vérifié la date. C'était le mois où Chloé avait fait son homonyme makeover, chirurgie esthétique post-grossesse. La chirurgie qu'elle prétendait être un cadeau d'un sponsor. Août, il y a 2 ans. Retrait, 50 000 €. Mémo, enrichissement préscolaire, enfant de Chloé. Préscolaire. Les enfants de Chloé avaient 7 et 9 ans. J'ai creusé plus profond. Le virement allait vers un compte professionnel, Laura de Chloé SARL. C'était la boutique. Le magasin Lifestyle que Chloé avait lancé, qui avait vendu 3 bougies et fermé 6 mois plus tard. Geneviève m'avait dit qu'elle l'avait financé avec un petit prêt personnel. 50 000 € de l'argent de mon père volé pour financer un projet vaniteux qui avait échoué. Et puis les paiements récurrents chaque mois, 2 000 € à M Consulting. J'ai cherché le registre du commerce sur mon ordinateur portable. M Consulting, agent enregistré, Maxime Lecomte, le mari de Chloé. C'était une société écran. Il siphonnait l'argent de la fiducie mensuellement comme un salaire pour être inutile. J'ai fait le calcul. L'application calculatrice de mon téléphone brillant dans la pièce sombre. 15 000, 50 000. Les paiements mensuels. Les frais de syndic. 4 week-ends spa que Geneviève avait étiquetés comme réunion. Total retiré, 185 000 €. L'héritage de mon père, l'avenir de mes enfants. Volé, pas juste dépensé, volé. Elle ne m'avait pas juste donné du pain rassis parce qu'elles étaient méchantes. Elles m'avaient donné du pain rassis parce qu'elles étaient des voleuses. Elles avaient besoin que je me sente pauvre pour que je ne pose pas de questions. Elles avaient besoin que je sois reconnaissante pour des miettes afin que je ne cherche pas le festin. La fiducie est vide. C'était un mensonge. Un mensonge à 6 chiffres raconté par une mère à sa fille alors que les dents de sa petite fille avaient besoin d'être alignées. J'ai regardé le registre à nouveau. L'écriture de mon père était stable, méticuleuse. Il avait essayé de nous protéger. Il avait essayé de construire un mur contre exactement ce genre d'avidité, mais il avait commis une erreur. Il avait fait de Geneviève l'administratrice. J'ai fermé le registre. Le cuir semblait froid sous mes doigts. La colère qui avait été une flamme brûlante plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de froid, de dur, comme de l'acier. Je n'étais plus juste une graphiste. J'étais l'experte comptable judiciaire de ma propre trahison. J'ai pris mon téléphone. Il était 2 heures du matin. Je m'en fichais. J'ai pris des photos de chaque page, de chaque bordereau de retrait, de chaque ligne incriminante. J'ai rédigé un email au notaire de la succession listée sur les relevés. Objet, urge, activité frauduleuse dans la fiducie familiale. Puis j'ai imprimé des copies. Un jeu pour moi, un jeu pour le notaire, et un jeu pour Geneviève. 2 jours plus tard, la sonnette retentit. Ce n'était pas une sonnerie amicale. C'était la pression sèche et insistante de quelqu'un qui se sentait en droit de disposer de mon temps. J'ai ouvert la porte. Geneviève se tenait là, flanquée du soleil matinal, ressemblant à un modèle de catalogue pour mère éplorée. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et serrait un sac de créateur que je savais maintenant payé par mon père. « Il faut qu'on parle », dit-elle en me bousculant pour entrer dans le couloir sans attendre d'invitation. « Tu ignores mes textos depuis 48 heures. »
As-tu une idée de combien je me suis inquiété? Maxime parle de te poursuivre pour la note du dîner. Elle marcha dans le salon et se tourna pour me faire face, retirant ses lunettes de soleil pour révéler un maquillage parfaitement appliqué. Tu vas virer ces 500 € aujourd'hui, Sophie. Et ensuite tu vas écrire une excuse formelle à Chloé. Elle pleure depuis 2 jours. Tu as ruiné son image au club. Je suis resté près de la porte. Je ne l'ai pas fermée. Tu as fini, ai-je demandé. Ma place. J'ai marché vers la table d'appoint où j'avais laissé l'enveloppe Kraft. Je l'ai ramassée. Elle semblait lourde. Je sais pour la boutique, ai-je dit. Geneviève s'arrêta au milieu de sa respiration. Quoi? Je sais pour les 50 000 € pour la boutique. Je sais pour les 15 000 € pour la chirurgie. Je sais pour les frais de consultation de Maxime. J'ai sorti les photocopies, la page du registre, le bordereau de retrait, l'impression du registre du commerce. Je les ai tendus vers elle. J'ai trouvé le registre de papa dans le bureau que tu m'as dit de jeter. Geneviève fixa les papiers. Elle ne les prit pas. Son visage passa du rouge à une teinte terrifiante de gris. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. L'arrogance s'évapora, laissant derrière elle une femme vieillissante et effrayée, prise dans un mensonge qu'elle pensait emporter dans la tombe. C'était un investissement, bégaya-t-elle, la voix tremblante. Ton père voulait qu'on soutienne les entreprises familiales. C'était un prêt. C'est de la fraude, ai-je dit, ma voix plate. C'est du détournement de fonds. Tu as dépensé de l'argent destiné à l'éducation de tes petits-enfants pour de la chirurgie plastique et des sociétés écrans. Tu as refusé un appareil dentaire à Léa pendant que tu payais un salaire à Maxime pour ne rien faire. Sophie, s'il te plaît. Tu ne comprends pas la pression, les frais du club, l'entretien de l'appartement. Nous devions garder les apparences. Les apparences? J'ai ri. Un son court et sec. Tu as volé tes petits-enfants pour impressionner des étrangers dans un yacht club. Je me suis approché. J'ai déjà envoyé des copies au notaire. Ils gèlent les comptes cet après-midi. Tu ne peux pas. Ils vont nous contrôler fiscalement. Je pourrais aller en prison. Sa voix monta en un cri perçant. Sophie, je suis ta mère. Tu ne peux pas envoyer ta mère en prison. Tu as 24 heures, ai-je dit. Liquide l'adhésion au club. Vends l'appartement s'il le faut. Renfloue la fiducie. Chaque centime. 185 000 €. Je ne peux pas réunir une telle somme en un jour. Alors je dépose une plainte à la police et tout le monde au club, chaque personne que tu as essayé d'impressionner saura exactement comment tu as payé ces dîners au homard. Elle a commencé à pleurer alors, des sanglots laids et désespérés, suppliant, demandant comment je pouvais être si cruel. Je suis juste la réparatrice, ai-je dit. Je répare l'erreur que papa a faite quand il t'a fait confiance. J'ai pointé la porte ouverte. Sors. Elle est partie. Elle a trébuché dans l'allée, paraissant plus vieille et plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je l'ai regardée monter dans sa voiture et s'éloigner. J'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. Puis j'ai poussé le verrou de sécurité. La chute fut rapide. Ce ne fut pas bruyant. Ce fut l'implosion silencieuse d'une structure qui n'avait aucune fondation. Geneviève a liquidé ses actifs. Elle a vendu ses bijoux, vidé ses propres comptes de retraite, et oui, elle a vendu l'adhésion au yacht club. Elle a évité la prison, mais elle n'a pas pu éviter la vérité. L'argent a été rendu à la fiducie. L'image de Chloé s'est effondrée à mesure que le financement s'asséchait. Sans les injections constantes de cash de Geneviève, le style de vie s'est évaporé. La carrière d'influenceuse s'est terminée quand elle n'a plus pu se payer les accessoires. Maxime a dû trouver un vrai travail. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit, un qu'il payait réellement. J'ai récupéré les fonds, la totalité. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. Je n'ai pas fait de virée shopping. J'ai payé l'appareil dentaire de Léa. Je l'ai regardé sourire dans le fauteuil de l'orthodontiste, sachant que j'avais fait ça, non pas avec un prêt, non pas en mendiant, mais avec la justice. Le reste de l'argent est allé dans des obligations bloquées pour les études de Léa, de Manon, et oui, même pour les enfants de Chloé, parce qu'ils étaient innocents dans tout ça.
Ils ne devaient pas être punis pour l'avidité de leur mère. Mon père voulait les quitter. J'ai honoré cela. Je me suis assise au bureau de mon père dans le calme de mon bureau. Le registre n'était plus là, retourné dans un coffre-fort à la banque, mais le bureau restait. J'ai passé ma main sur le bois à nouveau. Je me sentais enfin connecté à lui. Il ne m'avait pas abandonné. Il m'avait laissé les outils. Il avait juste eu besoin que je sois assez courageuse pour les trouver. J'ai pris mon crayon et j'ai commencé à esquisser un nouveau design. Les lignes étaient propres, fortes. Je construisais une nouvelle vie. Une vie où je n'étais ni la réparatrice, ni le bouc émissaire, ni l'ombre. J'étais l'architecte. Et j'avais construit un mur de protection autour de mes enfants. Pas avec le silence, mais avec la vérité. Le cycle était brisé. Et c'est moi qui tenais le marteau. Si vous avez déjà dû être celle qui brise le cycle toxique dans votre famille, partagez cette histoire et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de soi.